Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Globalement, nous sommes dans la continuation des quelques semaines qui précèdent, c'est-à-dire que le nombre de contaminations, d'hospitalisations et de décès continue heureusement à diminuer. Un point à signaler, c'est le fait qu'en Flandre, les hospitalisations semblent un peu se stabiliser sans que nous n'ayons clairement d'explication actuellement sur ce point. Concernant les contaminations, comme vous le voyez sur la diapositive, nous avons eu une moyenne de 2390 nouveaux cas par jour sur les 7 derniers jours. Il s'agit d'une diminution toujours conséquente de 37%, ce qui nous fait réduire de moitié ce nombre de contaminations actuellement tous les 11 jours. Cette baisse se produit dans toutes les tranches d'âge. Elle est un peu moins prononcée chez les enfants et chez les adolescents. Et dans ce groupe d'âge, il y a une petite augmentation du pourcentage de tests positifs. C'est clairement un point qu'il faut suivre, mais dont il est trop tôt pour tirer toute conclusion. Pour les autres tranches d'âge, les répartitions restent classiques. On a une majorité, plus de la moitié des infections qui sont entre 20 et 60 ans. 15% des infections ont plus de 80 ans et 10% sont sur la tranche d'âge des enfants et des adolescents. Au niveau du nombre de contaminations, je vous répète à peu près chaque fois la même chose, c'est toujours le Hainaut qui est en nombre de cas absolus en première place, mais ceci est beaucoup moins important bien sûr qu'il y a quelque temps, puisqu'il y a eu 348 nouveaux cas par jour en moyenne. La différence entre les provinces wallonnes et les provinces flamandes tend à s'atténuer, puisque le Hainaut est suivi de très près par la province d'Anvers et la Flandre orientale avec 342 nouveaux cas par jour. Au niveau des hospitalisations, diminution dans toutes les provinces, avec en moyenne 229 nouvelles admissions par jour, soit une diminution toujours d'un quart de 25%. Si cette tendance se poursuit, nous devrions atteindre environ 75 nouvelles admissions par jour d'ici aux fêtes de Noël et de Nouvel An. Cette baisse dont on vient de vous parler est moins prononcée en Flandre. Effectivement, les hospitalisations y ont diminué seulement, si on peut dire, de 15%, alors que sur cette base hebdomadaire, elles ont diminué de 26% à Bruxelles et de 36% en Wallonie. Ces derniers jours, il y a même une certaine stabilisation dans le nombre de patients admis dans les hôpitaux de la partie flamande du pays, sans que l'explication ne soit très claire, puisqu'il ne peut pas s'agir logiquement de transfert de la partie wallonne vers la partie flamande. Ceci nous fait aboutir actuellement à un total de 3 989 patients atteints de Covid dans nos hôpitaux, dont 906 patients qui sont en soins intensifs. Au niveau des décès, nous déplorons en moyenne 133 décès par jour. C'est une moyenne qui continue à diminuer et de l'ordre de 24% par rapport à la semaine précédente. Alors le thème du jour sera un thème concernant les tests rapides, les autotests et aussi un peu ce qui est disponible sur Internet. Conceptuellement, qu'est-ce qu'un test rapide ? Un test rapide est un test qui est effectué en dehors du laboratoire. C'est un test dont on aura le résultat en peu de temps, 15, 20, 30 minutes, et dont l'échantillon va être analysé sur place, par exemple au niveau du centre de prélèvement ou chez votre médecin généraliste. Il existe deux types de tests rapides. Un qui va détecter les anticorps, et qui se passera donc sur du sang, et un autre qui détecte les antigènes, et donc sur un prélèvement au niveau respiratoire. Alors, rappelons un petit peu des choses de l'immunité. Les anticorps, c'est quoi ? C'est ce que produit notre système immunitaire lorsque nous sommes en contact avec un microbe, et en l'occurrence ici, avec le Covid. Si vous avez des anticorps dans votre sang, cela signifie qu'un jour, et ce un jour, c'est 7 à 14 jours au plus tôt, et éventuellement des mois avant, vous avez été en contact avec le virus et que votre corps a réagi en produisant ces anticorps. Si vous venez juste d'attraper le virus, si vous n'avez aucun symptôme encore,
il y a très peu de chances que vous ayez développé les anticorps. Vous êtes probablement dans les premiers jours de l'infection et votre système immunitaire n'a pas encore eu le temps de réagir. Un test de détection que vous feriez à ce moment-là serait évidemment négatif. Ce test d'anticorps n'a donc pas beaucoup de sens, pour ne pas dire pas de sens du tout, concernant une infection présente, concernant un doute, une crainte quant au fait d'être porteur de manière active du virus à ce moment-là. Un test d'anticorps qui est positif signifie simplement que vous avez rencontré un jour le virus en question, et ce un jour, comme on l'a dit, c'est des semaines ou des mois avant. Un test d'anticorps négatif ne veut donc rien dire par rapport au fait que vous soyez porteur ou pas maintenant du virus et que vous puissiez potentiellement le transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez parfaitement être contaminé et ne pas encore avoir réagi au niveau immunitaire. Si on passe maintenant au test antigénique, le test antigénique, lui, va démontrer qu'il y a du virus, ou en tout cas des morceaux de virus qui sont présents. C'est quoi cet antigène ? Eh bien, c'est un fragment de la paroi du virus, effectivement, que l'on va détecter. Un test antigénique positif signifie donc qu'il y a du virus qui est présent, et par définition, s'il est effectué à un moment où, par exemple, vous vous sentez malade, vous êtes extrêmement contagieux à ce moment-là. Vous devrez vous mettre en isolement directement par risque de transmission du virus. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests antigéniques ne sont positifs que s'il y a beaucoup de virus et pas s'il y a un peu de virus. Un peu de virus peut parfaitement échapper au test qui sera alors répondu négatif alors que vous êtes, à vrai dire, déjà porteur du microbe. Au début de la maladie, par exemple, vous venez d'attraper le virus il y a 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas encore de symptômes, vous avez déjà des virus, on sait que vous pouvez le transmettre éventuellement, mais le test risque d'être négatif parce qu'il n'y a pas encore assez de microbes sur place pour que le test soit capable de le détecter. Comme on dit, il a une trop faible sensibilité. C'est embêtant parce qu'effectivement, ça vous donne un faux sentiment de sécurité. Vous avez l'impression de ne pas avoir de microbe puisque le test est négatif, alors que le microbe est déjà présent et qu'il est en train de se multiplier. En train de se multiplier, ce qui fera que dans les jours qui suivent, vous serez encore plus contagieux et donc vous risquez vraiment, en toute bonne foi, croyant que vous êtes négatif, transmettre la maladie. C'est seulement lorsque la quantité de virus est suffisante. Et ça, c'est tout spécialement dans les premiers jours des symptômes, par exemple. On est malade, on a de la fièvre, on a perdu l'odorat, on tousse un petit peu, que l'on va avoir tellement de virus que le test va être capable de le détecter sans problème. Typiquement, ce sont les 5 premiers jours après le début des symptômes qui sont le moment où la quantité du virus est à ce point importante que le test va être positif. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il est employé, par exemple, au niveau des urgences des hôpitaux ou éventuellement chez des médecins généralistes. Test négatif, donc, c'est une fausse réassurance puisque vous pourriez être porteur et être contagieux, et encore plus contagieux dans les jours qui suivent. Un test antigénique ne veut donc dire quelque chose que par rapport au moment même, si vous êtes contagieux ou pas le jour même. Un test positif, vous êtes contagieux. Un test négatif, ce jour-là, vous êtes peu contagieux, mais vous risquez de le devenir plus par la suite. Et donc c'est extrêmement important à comprendre. Ces tests, en dehors de l'emploi individuel, peuvent avoir potentiellement un intérêt dans la surveillance de groupe. Dans la surveillance de groupes qui sont, par exemple, exposés à des personnes fragiles. Et tester ainsi, rapidement, fréquemment des personnes pour détecter si elles sont en train de devenir positives et donc hautement contaminantes, peut avoir une signification. Ce sont des études qui sont actuellement en cours dans certaines collectivités pour voir si effectivement ceci apporte une plus grande rapidité et donc l'avantage de pouvoir isoler plus rapidement des personnes qui sont contaminantes. À côté de ces tests antigéniques restent les bons vieux tests, on a envie de dire bons vieux puisqu'on les connaît tous depuis le mois de mars maintenant, les tests PCR. Et ces tests PCR sont, eux, plus complexes, c'est vrai, mais beaucoup plus sensibles. Tellement plus sensibles que c'est plusieurs centaines de fois à 1000 fois
plus sensibles que certains tests antigéniques. Et donc, ils vont être capables de détecter du virus en toute petite quantité, lorsque vous venez seulement d'être infecté, que le microbe n'a pas encore eu le temps de se multiplier dans vos voies respiratoires, par exemple. Il va aussi en détecter, je dirais malheureusement, au moment où il ne reste plus beaucoup de virus, que vous n'êtes plus contaminant et que c'est seulement des déchets viraux qui sont encore présents. Un test antigénique peut rester positif parfois pendant des semaines, si pas parfois pendant 1 à 2 mois. Enfin, il y a le domaine des autotests. L'autotest qu'on connaît tous le plus, c'est le test de grossesse. Par définition, comme on le sait, pour un test de grossesse, c'est un test qui est effectué par le patient lui-même et presque par définition, il s'agit d'un test rapide. On a l'occasion de savoir en quelques minutes si oui ou non ce test est positif ou négatif. C'est donc la personne elle-même qui va prélever l'échantillon, c'est elle-même qui va effectuer la manœuvre technique, habitude assez simple, mais surtout la personne aussi qui va devoir l'interpréter. Un professionnel de santé n'intervient pas dans ce contexte-là. Si on a un autotest, il faudra donc parfaitement bien suivre les indications qui sont données. C'est-à-dire exactement faire ce qui est demandé au moment où c'est demandé par rapport au test. Si on fait cette manœuvre ou cette lecture, par exemple, trop tôt ou trop tard, le test peut être mal interprété et donner un résultat totalement contraire à la réalité. Il faut savoir aussi que par rapport à des tests de laboratoire, ces tests qui sont aménagés pour être pratiques sont globalement moins fiables et moins précis, moins sensibles qu'un test de laboratoire. Ces autotests peuvent donc donner un faux sentiment de sécurité et potentiellement augmenter la transmission du virus. Au contraire, si le test donne un résultat faussement positif, il peut vous inquiéter alors que vous n'êtes pas porteur réellement du virus. Actuellement, c'est assez simple, il n'y a pas d'autotest légal disponible en Europe pour détecter le virus du Covid. Il est fort possible, bien sûr, que dans le futur, ce genre de tests apparaissent. La principale raison est qu'il est actuellement préférable, pour avoir un bon échantillon, de prélever au niveau profond, au niveau de l'arrière du nez ou au niveau du pharynx, toutes choses qui sont très difficiles, pour ne pas dire dangereuses parfois, à faire par soi-même. Et donc, c'est un professionnel de santé qui va le faire avec cette fameuse tigette dont vous avez déjà vu à la télévision de nombreuses représentations. Si on ne prélève pas suffisamment profondément et suffisamment bien, on risque d'avoir des tests qui sont faussement négatifs. Actuellement, on recherche d'autres solutions. Des solutions, par exemple, comme des échantillons de salive qui sont déjà en train d'être appliqués pour la PCR, mais qui ne sont absolument pas validés actuellement pour ces tests antigéniques qui justement sont moins sensibles et donc vont avoir plus difficile à repérer des petites quantités de virus. Actuellement, il existe en Europe un seul autotest qui est officiel et qui est conforme. Et il s'agit d'un test qui recherche les anticorps sur une goutte de sang. On l'a mentionné, ce test n'est pas très utile puisque finalement il ne dit pas si vous êtes contagieux et à risque pour les autres, il ne dit pas si vous devez vous mettre en isolement. Et donc il n'a pas beaucoup de sens de le faire soi-même à la maison. Pour information, pour le futur, sachez que les tests rapides conformes doivent avoir un marquage européen. Ce marquage européen, c'est le fameux CE en majuscule, suivi d'un code à 4 chiffres. Si vous avez un jour devant vous un test qui porte le marquage CE et qui n'a pas ces chiffres derrière, il s'agit d'un test qui est normalement réservé à un professionnel de santé et donc qui n'a pas été dessiné, prévu pour être lu par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le manipuler. Nous ne savons pas actuellement quand et si, éventuellement, des tests seront mis sur le marché dans un futur proche qui soient des autotests qui soient effectivement conformes et reconnus. Sachez aussi que, comme très souvent et malheureusement sur Internet, circule un peu de tout. Un peu de tout, ça veut dire d'une part des tests contrefaits,
Ça veut dire aussi des tests dont la fiabilité n'a pas du tout été évaluée, et seulement par le producteur du test, mais pas par des officiers, des structures de contrôle officielles. Et aussi des tests qui sont simplement destinés à des professionnels de santé et que vous ne pourriez pas manipuler de manière adéquate avec une lecture fiable. En conclusion, avec les fêtes qui approchent, avec la tentation parfois de se dire je vais voir si je suis positif et je vais faire un test, faites attention. Il est tentant parfois pour certaines personnes d'acheter de tels tests pour savoir où on en est. Mais lorsqu'ils sont employés sans bien comprendre l'indication qu'ils ont, l'information réelle qu'ils peuvent vous apporter, quand ils sont employés sans savoir exactement comment il faut prélever les choses, leur valeur prédictive est faible, pour ne pas dire nulle. En Belgique, comme dans beaucoup de pays européens, nous avons actuellement tablé sur le fait que ces tests ne sont pas encouragés. Nous vous recommandons, si vous avez des doutes sur l'état en question, si vous pensez qu'éventuellement vous êtes contaminé parce que vous avez des symptômes ou parce qu'un ami vous a dit qu'il est positif et qu'il vous en informe en vous téléphonant, contactez votre médecin traitant et effectuez un test qui soit réellement fiable et qui permettra, si nécessaire, de briser ces fameuses chaînes de transmission. Merci. Goedemorgen. De beslissingen die vrijdag zijn genomen door het overlegcomité zijn omgezet in een ministerieel besluit en gisteren gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. En deze maatregelen treden in werking vanaf morgen 1 december. De voornaamste wijziging, dat weten jullie ongetwijfeld, is het feit dat niet-essentiële winkels vanaf morgen opnieuw de deuren mogen openen. Het komt er nu op aan om dit in alle veiligheid te laten verlopen. En dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Iedereen kan en moet zijn rol hierin opnemen. De handelaars en de lokale overheden zijn volop bezig om te bekijken en de nodige maatregelen te nemen om dit in veiligheid te laten verlopen. Vanaf morgen is het aan elke individuele shopper om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. We sommen kort nog een aantal maatregelen op die iedereen moet respecteren als hij of zij gaat shoppen. Zorg ervoor dat je steeds de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan bewaren en dit zowel in de winkel als buiten de winkel. Als het te druk is, kom dan later terug of doe je aankopen online. Elke klant mag maximaal 30 minuten aanwezig zijn in de winkel. Indien de handelaar op afspraak werkt, geldt deze tijdsbeperking echt niet. Draag steeds correct een mond-neusmasker en denk ook aan een goede handhygiëne. Winkelen gebeurt individueel. Hierop is een uitzondering voorzien voor de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door 1 volwassene. Lokale overheden en handelaars zullen ook de nodige maatregelen nemen om aan crowd control te doen. Denk bijvoorbeeld aan looprichtingen in winkelstraat of ook in winkels. Respecteer deze maatregelen. Ze zijn er voor de veiligheid van iedereen. Zoals we allemaal weten is december traditioneel een drukke maand in de winkelstraten. Tolvolle winkelstraten moeten we nu echter absoluut vermijden. Ondanks het feit dat de winkels open zijn vanaf morgen, is online shoppen dan ook nog steeds een veilig en goed alternatief dat zeker moet overwogen worden. Wacht ook niet tot het allerlaatste moment om uw inkoop te doen en tracht uw aankoop te doen op rustige momenten als dit mogelijk is. We begrijpen dat iedereen nood heeft om naar buiten te gaan en iets wil beleven. De afgelopen maanden, weken waren immers niet de meest boeiende. Maar we kunnen het ons nog niet permitteren om met z'n allen samen te troepen in winkelstraten of op pleinen. Samenscholingen, zoals we dit weekend zagen in een aantal steden, maar ook de zogenaamde lockdownfeestjes, zoals er jammer genoeg dit weekend weer waren, kunnen onze inspanningen van de afgelopen weken teniet doen. We roepen iedereen dan ook op om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen. Dit is de enige manier om het virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Als we 2021 echt hoopvol willen starten, mogen we het virus geen kans geven om terug te slaan. Dit gaat ons lukken. We zijn op de goede weg, maar we mogen vooral ons geduld nu niet verliezen. Dank u wel. Le principal impact à court terme est le fait que les commerces peuvent réouvrir leurs portes. Une bonne nouvelle pour ces commerçants, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous tous qui sommes les clients.
Décembre est traditionnellement un mois fort chargé dans nos rues commerçantes et il faut qu'en cette période, nous évitions les situations à risque. Il s'agit ici d'une responsabilité collective. Chacun peut et doit assumer son rôle. Les commerçants et les autorités locales travaillent en ce moment d'arrache-pied pour garantir le bon déroulement de nos achats. À partir de demain, il appartiendra aussi à nous tous, en tant que clients, de faire également notre part. À quoi devons-nous prêter attention lorsqu'on veut aller effectuer des achats ? D'abord, pour limiter les trop grandes concentrations de personnes, on va faire ces achats seuls. Il existe une exception, bien sûr, si nous avons la garde de jeunes enfants, et les personnes qui ont besoin d'une assistance peuvent également se faire accompagner d'un aidant. Pour permettre à chacun d'avoir un accès au commerce et éviter les engorgements à leur abord, il est demandé aussi de limiter son temps d'achat au maximum. Chaque client peut ainsi être présent dans le magasin pendant 30 minutes. Ce délai n'entre pas en application si le commerce opère avec un système de rendez-vous. Parce que dans ces endroits clos, parce que ces endroits brassent du monde, l'hygiène des mains et le port du masque restent incontournables. On le constate lorsqu'on se rend dans nos supermarchés, par exemple, cette désinfection des mains, ce petit geste simple mais primordial, eh bien, parfois on a tendance à passer à côté. Resystématisons-le. Lorsque vous arrivez dans un commerce, utilisez le gel hydroalcoolique mis à votre disposition et s'il n'y en a plus, n'hésitez pas à en informer le commerçant. Enfin, assurons-nous que nous pouvons toujours garder nos distances de sécurité à l'intérieur et aux abords du magasin. Si vous voyez qu'un commerce est trop occupé, qu'une longue file se forme, revenez si vous le pouvez à un moment plus calme. N'attendons pas non plus le dernier samedi avant le 24 pour effectuer nos achats. Plus nous étalerons nos achats, mieux ce sera. Rappelons-nous aussi que la plupart des commerces proposent encore d'effectuer nos achats en ligne, donc n'hésitons pas à passer par cette option. Les autorités locales et les commerçants vont prendre les mesures nécessaires pour éviter les attroupements, par exemple en balisant les distances à respecter si une file se crée devant un commerce ou en donnant des sens de circulation sur les piétonniers. Veuillez respecter ces mesures, elles sont là pour la sécurité de tous. En cette période de l'année, des rassemblements, il n'y en a pas qu'autour des commerces. Habituellement, nous nous retrouvons dans les marchés de Noël, ils ne s'organisent pas cette année, et on recherche cette magie, cette ambiance ailleurs, notamment en nous baladant dans les centres-villes illuminés pour l'occasion. On a pu le constater ce week-end. Et c'est vrai que ça peut sembler une belle destination de promenade, mais nous ne pouvons pas toujours nous permettre, et nous ne pouvons toujours pas nous permettre d'ailleurs de nous réunir en trop grand nombre. Si vous souhaitez vous y rendre, choisissez un moment plus calme, comme en semaine par exemple. Si vous voyez que vous n'êtes pas le seul, eh bien, modifiez votre parcours pour éviter de trop grands engorgements aux mêmes endroits. Les rassemblements trop importants comme il a pu se produire ce week-end, mais aussi et plus encore les lockdown parties ou ces soirées privées, comme il y en a eu malheureusement également, peuvent ruiner nos efforts communs. Nous appelons donc chacun à la responsabilité. Il n'est pas encore temps de relâcher notre garde. Si nous voulons pouvoir poursuivre dans la voie tracée ces dernières semaines, soulager nos services de soins de santé et aller vers de nouveaux assouplissements, évitons au maximum d'offrir ces opportunités au Covid-19. Merci à tous.